Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate. Moi je suis super super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Parole d'expert, un Parole d'expert aujourd'hui avec mon ami Tom. Salut Tom. Bonjour à tous, bonjour. Bon écoute, je suis super content d'être avec toi parce que Tom il fait partie de l'équipe de Pescanautique. Et puis, il va nous C'est ça. parler un petit peu, il va nous parler un petit peu de ses pêches. Vous me posez souvent les questions sur la pêche au ténia du bord et ce que l'on peut en faire. Donc, on a décidé avec Tom de vous faire une série de 3 vidéos. La première là ce soir, qui va aborder en trois sujets différents la pêche au ténia du bord. Alors Tom, moi j'ai envie de te poser une première question. C'est euh, eh, eh, quels sont les spots, quels sont les endroits que tu recherches et quelles sont éventuellement même les conditions que tu recherches pour pêcher au ténia du bord? Est-ce que tu y pêches tout le temps ou est-ce que vraiment il faut que ça réponde à certaines conditions? Alors, c'est vrai que moi à la base, je pêche beaucoup en iso-fishing du bord. Donc, je recherche principalement le sard, la vieille et les dorades grises. Et c'est vrai qu'on est parfois soumis à des conditions un peu fortes où on a des grosses masses d'eau qui arrivent sur le bord et on est contraint à changer un peu la technique. Parce que ce qui se passe en iso-fishing, lorsqu'il y a des grosses arrivées d'eau sur notamment des parois rocheuses, c'est là où j'aime bien pêcher. Lorsque la crevette se fait aspirer, en montage iso-fishing traditionnel, donc un plan en hameçon, la crevette avait parfois tendance à tourner sur elle-même. Et le fait d'utiliser un ténia, la crevette se retrouve sur un point fixe et on a une présentation qui est quand même plus adaptée. Et voilà, sur les vieilles, les sards et les dorades grises notamment, aussi bien d'autres espèces, mais moi, c'est les espèces que je recherche, ça marche plutôt bien. D'accord, donc en fait ça va être une technique complémentaire pour toi qui va répondre à ces Ouais. conditions où il y a beaucoup d'eau, peut-être beaucoup de courant, la notion de courant aussi est importante. Ouais, la notion de courant est aussi importante. Après, tout dépend des lieux que l'on pêche. Ouais. Moi, je pêche beaucoup des parois rocheuses où il y a beaucoup d'eau. Des fois, il y a 6-7 mètres d'eau. Et des fois, il y a aussi des gros courants. Donc, c'est toujours dans le but d'avoir une belle présentation que je vais utiliser le ténia. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le ténia, le but, c'est de présenter une crevette qui se déplace dans le courant. Donc, si elle est pas bien présentée, qu'elle tourne ou qu'elle est déséquilibrée, on va pouvoir beaucoup moins de touches. Donc, le ténia, c'est pour répondre à ce genre de situation. Juste fais attention, tu dois avoir ton micro qui frotte sur quelque chose de ton téléphone, parce que ça fait... Attends, je la mets de l'autre côté. Là, c'est mieux. Ouais, c'est bon. Parce que ça devait frotter peut-être Ok. sur la chemise ou un truc comme ça et ça Ouais, fait sur bruit. Ok. mon polo. Tu veux que je la refasse? Non, écoute, non, non, ça, je pense que enfin, c'est pas à ce point-là, donc ça le fait. D'accord. Euh, Ok. ok, donc là, tu nous as parlé d'un spot, plutôt donc des parois rocheuses, donc des zones de 5-6 mètres de roche comme ça. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres conditions, d'autres endroits où tu vas aller utiliser un ténia du bord? Ouais, c'est vrai qu'on peut aussi détourner un peu le ténia en pêchant sur les plages. C'est une pêche qui marche très bien, notamment sur les poissons plats. Je sais qu'il y a beaucoup de pêcheurs dans le nord qui l'utilisent. Et il y a aussi la pêche le long des digues, où on peut aussi attraper des tacos, des petits bars ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est vrai que les poissons sont assez variés. Après, faut se l'approprier, quoi. D'accord, ouais, donc ça reste une pêche qu'on peut vraiment pratiquer dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de conditions différentes, quoi. Mm. Après, ce qu'il faut éviter, c'est les bancs de roche dans peu d'eau avec des grandes failles au milieu, parce que là, on risque de perdre les ténias parce que on a un angle de ligne qui va être plus ouvert. Donc là, vaut mieux éviter ce genre de pêche. On va chercher des postes assez à l'aplomb, notamment. À part après sur les plages, bien sûr, où là, on risque pas de s'accrocher, mais le but, c'est de trouver des postes assez en aplomb pour pouvoir bien les exploiter. Ouais, c'est important ce que tu dis là, ouais, en effet. Donc soit des zones de sable où là en effet le risque de crochet est assez négligeable, soit en effet un endroit où on va pouvoir dominer par le haut la zone de pêche pour avoir le bon angle et la bonne présentation du leurre, quoi. C'est ça. C'est ça, en fait, faut rechercher entre guillemets une diagonale. Déjà, la présentation s'améliore et on aura quand même une meilleure perception des touches aussi, quoi. Ok. Et donc tes poissons de prédilection, tu nous parlais du sard, vieille, dans les sparidés aussi, grises, des choses comme ça? Ouais, dorade grise, ouais, ça marche très bien, notamment avec des petits ténias, des petites tailles et des coloris assez phosphores. On verra tout à l'heure, mais ouais, il y a des petites astuces qui marchent plutôt bien sur certaines espèces. Après, tout dépend aussi de la saison, des postes qu'on pêche, etc. Ok.
Là, je me pose la question quand même si on embraye, parce que sinon, bah, soit on va avoir une vidéo qui est très courte, puisque là, on est à 4 minutes à peu près. Ouais. Euh, est-ce qu'on inclut le matos, les cannes, cannes et moulinets dedans? Et puis, on fera juste une deuxième vidéo qui sera plutôt les leurres, les appâts et l'animation. Ça peut être pas mal, ça. Oui. Ouais, ça me va. Comme ça, là, je pense que sur le matos, on peut faire 3, 4 minutes, 5 minutes de plus, et ça fera une vidéo qui fera 8, 9, 10 minutes. Là, on est un bon format pour YouTube. Et puis, on pourra avoir une deuxième qui sera à peu près pareil, quoi. Ouais, ça marche, Ouais? ça me va. Bon, bah écoute, Ouais. donc on continue comme ça. Bon, bah écoute, super pour ces conditions, Tom. Là, donc on a les spots, on a les poissons. Maintenant, chacun connaît sa zone et sait un petit peu où il va pouvoir aller pêcher avec ces techniques. Est-ce que tu as un matériel particulier? Je pense aux cannes, je pense moulinet, tresse. Voilà, tu peux nous décrire un petit peu ce que tu utilises? Ouais, alors moi au niveau des cannes, bah, je les ai amenés là. Alors j'utilise deux cannes en particulier. La première c'est la 3003, hein, donc la K1, donc qui est une canne qui fait 3 mètres de longueur. C'est une canne qui est intéressante lorsqu'on veut chercher des postes, des fois qui sont parfois un petit peu éloignés. C'est intéressant notamment aussi lorsqu'on pêche sur les plages. C'est une canne qui est très polyvalente, on peut utiliser pas mal de grammages de ténia différents, de présentations différentes. C'est ma canne de prédilection pour l'iso-fishing. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir une bonne amplitude, c'est-à-dire que lorsqu'on a des grosses hauteurs d'eau qui diffèrent avec l'aspiration et la remontée de la vague, ça permet bien de compenser la bannière et d'accompagner le ténia ou le montage iso-fishing, quoi. Après, il y en a une deuxième que j'utilise. Hop, donc c'est la petite sœur, la 3005. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus courte. Elle fait 2,45 m, puissance 5-20 grammes. Alors celle-ci, elle est intéressante lorsqu'il y a un peu plus de vent. Parce qu'étant donné qu'elle est un peu plus courte, elle offre moins de prise au vent et on a un meilleur contrôle de la ligne et surtout une bonne sensibilité. Le but étant d'avoir une canne très légère et surtout d'avoir ce sion, hein, qui est particulier, notamment sur les kawan, d'avoir une grande sensibilité. Alors je vous montre le sion. Voilà. Le but, c'est qu'on puisse détecter la touche sans que le poisson ressente de résistance. Donc ça, c'est hyper important. Donc on l'a sur la 3003 et sur la 3005 ici. Ça, c'est vraiment crucial pour les pêches au ténia. On peut bien suivre les touches. Même lorsqu'il y a un peu de vague, ça permet d'éviter de trop tracter le ténia parce que le sion va un peu absorber en fait l'inertie du ténia notamment. Donc après, c'est des cannes que j'utilise avec des moulinets taille 2500 ou 3000 pour avoir un bon équilibre. Et ensuite, sur les moulinets, je garnis soit de nylon. Alors le nylon, c'est un nylon spécifique, hein, c'est un nylon coulant qui s'appelle le VisiPlus. Donc, déjà, il a une très bonne visibilité parce qu'il est orange. Et surtout, il est dense, donc on va avoir une belle présentation dans les grosses masses d'eau et une bonne lecture de touche. C'est un nylon qui a la particularité aussi d'être très résistant à l'abrasion, notamment lorsqu'on pêche le sard, des fois il a tendance à vraiment à partir dans les trous, et c'est un nylon qui résiste bien. Et quelle est Donc j'utilise entre... Oui. Pour toi, quel est l'intérêt par rapport à une tresse? Pourquoi tu utilises plutôt du nylon qu'une tresse? Alors, dans certaines conditions, je vais plutôt utiliser le nylon parce qu'il a une très bonne présentation. C'est-à-dire qu'il va avoir une bonne prise à l'eau, en fait, et on va avoir un comportement naturel de l'appât. C'est-à-dire que l'appât va se faire emporter plus facilement dans la vague et elle va avoir un comportement plus naturel. Après, je vais utiliser la tresse lorsqu'il y a des postes un peu plus éloignés, parce que je vais quand même gagner en distance de lancer, parce que je vais avoir un diamètre qui va être plus fin. Ouais. Et aussi lorsqu'il y a un petit peu plus de vent, parce que la tresse offre aussi moins de résistance au vent qu'un nylon. Alors, dans les puissances, là, moi, j'utilise beaucoup entre 12 et 16 livres. Le but, c'est d'avoir quelque chose de visible pour bien lire les touches et bien positionner sa ligne dans les veines de courant. Ouais, ok. Et après, pour ce qui est des balings, la même chose. Alors là, je vais utiliser du fluorocarbone, donc en 12 livres aussi, donc pour avoir une bonne correspondance. Ouais. Alors le choix du fluorocarbone, il est important, c'est pour la résistance à l'abrasion, parce que c'est un matériau qui est très dur, et aussi une discrétion, parce que c'est vrai qu'il a une faible réfraction à la lumière. Donc notamment lorsqu'on pêche des eaux claires, le sard a une très bonne vision, notamment lorsqu'on a des bonnes luminosités. C'est vrai que c'est intéressant d'utiliser du fluorocarbone. Et tu mets long en bas de ligne? En fluoro? Je mets à peu près 3 à 4 mètres. 3 à 4 mètres. Après, tout dépend de la profondeur des postes. Hein. Si les postes sont un peu moins profonds, je vais utiliser un peu moins, mais ouais, je vais utiliser à peu près 3-4 mètres de longueur de fluorocarbone. Ouais, tu recherches vraiment la discrétion, quoi. Hein. Ouais, la discrétion et une bonne présentation. Ok. Bon, on reviendra plus tard dans une deuxième vidéo sur les poids, mais
Tout à l'heure, tu présentais tes cannes. J'imagine que quand on pêche au ténia du bord, on est quand même sur des poids assez légers en termes de ténia. Ouais, j'utilise beaucoup des ténias entre 7 et 10 grammes. 15 grammes vraiment quand il y a des grosses conditions. Mais j'ai remarqué que quand les conditions sont trop fortes, les poissons ont parfois tendance à s'abriter. Et du coup, voilà, les grammages qu'on utilise le plus entre 7 et 10 grammes. Ça va très bien. Ok. Mhm. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette première partie. On aura Avec plaisir. une seconde partie où on va parler bah là vraiment des ténias, des appâts que l'on met dessus et puis de la technique, hein, parce qu'il y a quand même une technique, une animation à avoir. Déjà, je pense que là, pour tous ceux qui ont envie de débuter ou tous ceux qui pêchent déjà là-dessus, on a déjà pas mal dégrossi les choses. Donc, on connaît les spots qu'il faut rechercher, on connaît les poissons qu'il faut rechercher, même si en fait ça va être très très variable, hein, d'une zone à l'autre. Et puis bah, le matériel et la typologie de matériel qu'il faut pour pouvoir faire du ténia du bord. En tout cas, c'est une technique voilà, qui me botte pas mal et je pense que cette année il y aura du ténia du bord pour moi. Bon, en tout cas, s'il y a des questions, c'est comme d'hab, c'est dans les commentaires juste en dessous, on y répondra, soit Tom, soit moi, on répondra à chacun d'entre vous. Si vous avez envie de voir la suite et puis de voir une vidéo minimum par semaine, eh bien c'est simple, vous abonnez, là, il y a le petit bouton en bas, vous me laissez le petit pouce bleu parce que je l'adore. Et puis voilà, Tom, il sait bien faire. Et puis Tom, bah, justement Tom, on dit comment, au revoir? Bougez les copains et au revoir les copains. Allez, bougez les copains et à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Ouais, tu vois, je suis à 11 minutes au milieu.